Et je vous signale qu'on aura une traduction simultanée entre français et anglais, hein, pour les gens qui veulent suivre en anglais et en français. En français, la plupart parlent français, alors donc il n'y a pas de problème. Alors, je tiens à excuser Alexander Fanta, vous savez, qui est le journaliste de Net Gazette, qui est un journaliste allemand, qui fait partie d'un journal d'investigation et qui a été le premier à soulever le problème des SMS entre Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, et le laboratoire Pfizer concernant le dernier contrat, le troisième contrat de Pfizer, parce qu'il a perdu un membre de sa famille. Et c'est moi qui expliquerai comment il a procédé. Alors, dans un premier temps, moi, je vais vous expliquer ce qu'ont fait les députés européens, parce que quand même, c'est une sacrée saga, tout ça. Vous savez que, bon, il y a eu le Covid qui a commencé en décembre 2019. Il a été officiellement déclaré pandémie en janvier 2020. Et très vite, au niveau de la Commission européenne, la Commission a décidé de faire des achats groupés parce qu'elle estimait qu'il fallait un accès au vaccin à tous les États membres, quel que soit, je dirais, leur PIB. Et ça partait d'une très bonne intention pour pas qu'il y ait un favoritisme entre des États riches qui pouvaient acheter des vaccins et des pays les plus pauvres qui seraient à la traîne. Donc, il a été décidé de faire un achat groupé. Pour ça, le Parlement a été saisi pour voter un budget en avril 2020 de 2,1 milliards d'euros pour faire ce qu'on appelle des achats anticipés, des APA, des contrats d'achat anticipés. C'est-à-dire pour pousser les laboratoires pharmaceutiques à les aider pour qu'ils fassent une recherche pour trouver des vaccins. Donc, ça a été fait et très vite, nous, c'est en novembre, lorsque la commissaire européenne chargée de la santé, Mme Kyriakides, a indiqué qu'il y avait des contrats qui étaient en cours de négociation avec d'abord 6 laboratoires, ils faisaient ces contrats et nous, on a demandé la transparence de ces contrats. Pourquoi ? Parce qu'on avait été interpellés par des citoyens européens qui disaient ben, nous, si jamais il y a un vaccin, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de vaccin, hein, c'était pour aider les laboratoires à trouver un vaccin, on veut savoir quelles sont les clauses, c'est-à-dire est-ce que s'il y a des effets secondaires, et vous savez que tout médicament a des effets secondaires, qui va nous indemniser, qui on pourra saisir. Et donc ça, on veut que ça soit écrit, on veut le voir. Sur le prix des vaccins, sur la transparence, sur par exemple les sites de production, qui produit et comment. Vous voyez, il y avait toute une série de choses que les gens voulaient avoir. Et donc, on a demandé, et moi-même, j'étais intervenue en plénière pour demander la transparence concernant les contrats. Là-dessus, Mme Kyriakides, donc la commissaire européenne chargée de la santé, avait dit bah, écoutez, on vous donnera l'accès à ces contrats. Le 11 janvier, la Commission met à disposition des eurodéputés le contrat CureVac, parce que CureVac était d'accord pour fournir des éléments de ce contrat. Sauf que lorsqu'on a regardé des éléments de ce contrat, qui étaient en pièces confidentielles, sans portable, vous voyez, on ne pouvait pas inviter, par exemple, un juriste pour regarder ces contrats, on a vu qu'ils étaient caviardés, c'est-à-dire que tout ce qui intéressait les citoyens européens, tout ça, c'était noirci. Donc, on a encore interpellé Mme Kyriakides et enfin, ils ont donné le contrat expurgé de CureVac sur le site. Mais les autres, on ne l'avait pas du tout. Donc, le 20 janvier, on a fait une première demande d'accès aux documents par rapport à 6 députés des Verts du Parlement européen. Donc, il y avait des députés de Luxembourg, c'était Tilly Metz, il y avait Margaret qui était une Danoise, il y avait Jutta qui est une Allemande, moi-même et Kim qui est une Hollandaise. Vous voyez, il y avait plusieurs pays qui ont demandé explicitement d'avoir accès aux documents. Alors, la commission, là, nous a fait poireauter, elle nous a dit, elle ne nous donnait pas de réponse.
Et tout ça jusqu'au 30 juin, où ils nous donnaient que des réponses négatives. Et donc là, on a dit, on continue, on a fait ce qu'on appelle une candidature confirmative, donc de ces 6 députés. Et ils n'ont encore pas répondu. Et c'est le 21 avril que là, quand on a vu qu'ils ne nous donnaient pas de réponse, ou la réponse était négative, alors notre plainte a été enregistrée. Et on a écrit, alors si ça intéresse les journalistes, une lettre, donc le 20 janvier 2021, à Madame Ursula von der Leyen pour lui demander, alors toute une série de demandes, hein, vous savez, quel est le prix à payer, les sites de production, le nombre de doses à délivrer par trimestre, les accords relatifs à la propriété intellectuelle, y compris tout accord relatif à une licence non exclusive, la responsabilité et l'indemnisation pour tout dommage causé par un vaccin, les clauses relatives à l'accès au vaccin en Europe, etc., etc. Des tas de données d'ailleurs, puisque vous savez qu'après on a créé une commission Covid, qu'on demandait, qu'on n'a toujours pas. Vous voyez, on ne sait même pas quel est le stock des vaccins à l'heure actuelle dans chaque pays. Qu'est-ce qui a été donné, par exemple, aux pays en développement? C'est incroyable, on n'a que des bribes, mais on n'a pas de tableau précis qui nous indique quelle est la quantité de vaccins dont on dispose également la Commission. Alors, voilà, on en est là. Nous, on a saisi la Cour de justice européenne pour avoir accès à ces contrats, parce que ce n'est pas seulement ces contrats-là, mais c'est tous les contrats pour les futures pandémies. Et même, je dirais, c'est tous les contrats qui vont lier HERA, qui est cette pseudo-agence, qui est une émanation de la Commission, vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. C'est très important qu'à partir du moment où on donne de l'argent public, qui est l'argent européen, eh bien, qu'on puisse avoir accès à ces contrats. Alors, d'autant plus que, je dirais, la cerise sur le gâteau, c'est le 3e contrat Pfizer. Et vous voyez, ça va me faire la transition avec Alexander Fanta, qui est ce journaliste allemand, où il y a eu une commande d'1,8 milliard de doses, vous voyez, pour un chiffre estimé à 35 milliards d'euros. C'est un contrat énorme. Et ce qu'on a appris par la suite, c'est que les doses des premiers contrats Pfizer étaient à 15,50 € et là, c'est passé à 19,50 €. Et quand j'avais demandé, dans le cas de la commission Covid, alors, on a des gens qui arrivent. Bonjour. Alors, j'étais en train d'expliquer l'attaque des députés au niveau de la saisie de la Cour de justice européenne sur la transparence des contrats, qu'on n'a toujours pas eu. Et le 3e contrat donc, de Pfizer, qui était le plus gros, eh bien, c'est grâce justement à l'initiative d'un journaliste allemand, Alexander Fanta, qui malheureusement n'est pas là pour un décès dans sa famille, qu'il s'est saisi en fait d'une information du New York Times qui indiquait, alors je vous le dis, c'est important parce que Madame Kyriakides dit il n'y a jamais eu de SMS. C'est faux, elle ment, puisque là on a l'information du New York Times qui indique que Madame Ursula von der Leyen passait des SMS avec M. Bourla et qu'ils étaient en très bonne entente. Il l'a reconnu d'ailleurs. Et il l'a reconnu, donc elle ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de SMS. Ce journaliste donc a saisi l'accès aux documents. Il a voulu avoir ces SMS. Au tout début, la commission disait mais non, il n'y a pas de SMS. Après, la deuxième version, ça a été mais les SMS ne sont pas des documents officiels. Et donc, il n'a pas eu accès à ces SMS. Donc, il a porté plainte devant la médiatrice. Alors, la médiatrice, vous savez qu'elle a un rôle très important parce qu'elle émet des recommandations. Mais c'est que des recommandations, vous voyez, ce n'est pas une obligation. Et lorsqu'elle a analysé le dossier, elle a indiqué, vous pouvez voir ce qu'elle a déclaré, que ces SMS, ça fait partie des documents officiels au même titre que des scans, au même titre que des mails, etc. Et qu'il y a énormément maintenant de choses qui passent par les SMS et que donc, il y a une mauvaise administration de la commission. Ça veut dire que la commission n'avait pas le droit de répondre ce qu'elle a répondu, que les SMS ne font pas partie des documents officiels. Donc voilà ce qu'il en est sur ces SMS.
Ensuite, comme l'information était sortie par le New York Times, eh bien, avec un journaliste du New York Times, ils ont saisi aussi la Cour de justice européenne. Donc, deux saisies, la nôtre au niveau des 5 députés verts qui ont saisi la Cour de justice sur la transparence des contrats. Deuxième attaque au niveau de la Cour de justice européenne, c'est on veut avoir accès à ces SMS. Donc, on en est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter là-dessus? Et juste la Cour de justice européenne, ils ont répondu pour l'instant. Eh bien, il y a eu des mémoires, on a rendu les mémoires et on attend maintenant, on attend la Cour de justice européenne. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que sur ces SMS, il y a une autre attaque, c'est le procureur européen. Et le procureur européen, dans le cadre, vous savez, je suis membre de la commission contrôle budgétaire, elle est intervenue et elle nous a dit « J'ai jamais autant reçu de demandes de citoyens européens concernant la transparence de ces contrats, concernant les SMS. » Et donc, elle a lancé une investigation. Alors, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'il y avait 3 juges de différents pays qui avaient été saisis, plus 3 autres. Mais on attend aussi ce qu'elle va faire, le procureur européen, par rapport à ces SMS. Donc, vous voyez que c'est quand même une attente des citoyens européens sur à la fois, vous voyez, ce n'est pas une remise en question de la vaccination, tout ça, c'est une remise en question de la transparence concernant les institutions européennes. D'autant plus que, alors j'ai regardé parce qu'il y a des dates, le contrat qui a fait que la Commission européenne a pris le lead, vous voyez, il date du 18 juin 2020. La Commission a signé un contrat avec les 25 États membres. Cet accord autorise l'exécutif européen à conclure en leur nom des contrats d'achat anticipés avec des fabricants de vaccins et l'accord met en place un comité de pilotage et des équipes de négociation dont la composition est précisée. Vous voyez, ça, c'est le contrat qui a lié la Commission avec les laboratoires pharmaceutiques. Et pourquoi je vous en parle? C'est qu'au niveau des CSMS, vous avez vu, la médiatrice, grâce à Alexandra Franta, a été saisie. Mais la Cour des comptes, et là aussi, en tant que membre de la Commission contrôle budgétaire, la Cour des comptes est venue. Elle a tout épluché. Elle est allée à la commission lui a donné, notamment la DG Santé, à l'époque qui était responsable, maintenant c'est plus la DG Santé, c'est IRA, tous les documents, notamment les documents du comité de pilotage et les documents de la négociation des scientifiques, vous voyez, qui élaborent par exemple la quantité de doses qu'il faut demander, qui indique, vous voyez, les conditions au niveau des vaccins. Et là, vous regardez le rapport de la Cour des comptes, il est très explicite, il dit, eh bien, le dernier contrat, il n'y a rien. Pas de comité de pilotage, pas les gens, les négociateurs scientifiques, on ne sait pas qui c'est, et il n'y a même pas de compte-rendu, vous voyez, sur la quantité de doses qu'il faudrait demander, etc. Et la Cour des comptes a dit, mais là, il y a un gros bug. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas accès, vous voyez, à toutes les prémices, donc au respect des règles qui avaient été établies par l'Europe au moment de la signature du contrat du 18 juin 2020. Vous voyez, il était bien explicitement dit qu'il fallait le comité de pilotage et des équipes de négociateurs dont la composition est précisée. Et dont Mme von der Leyen ne fait pas partie. Et dont, tout à fait, Mme Ursula von der Leyen n'a aucune compétence dans le cadre de ces contrats. Et c'est pour ça que ces SMS prennent une importance importante, parce que si elle a passé directement des SMS pour établir les 1,8 milliard, parce que personne ne sait d'où il sort ces 1,8 milliard de doses, ni le prix, vous voyez, ni les conditions après, si les États membres n'en veulent plus, et on en rediscutera si vous voulez, si vous avez des questions là-dessus, parce qu'on a les dernières informations sur le 3e contrat, eh bien, ce n'était pas à elle de décider. Et donc, elle a outrepassé ses droits. D'où l'importance de ces SMS. C'est aussi le contrat qui a fait basculer le prix. Oui, c'est ça. Augmenté de 4 euros. Enfin, de 15, à 19 et quelques, oui. On parle de 41 milliards, c'est ça, le total du 3e contrat.
Du troisième contrat, oui, parce qu'on était à 35 milliards si on était à 15,50 € et là, on est passé au-delà des 40 milliards. Et c'est très important parce que ça pénalise maintenant, puisqu'il y avait une clause qui était dans ce troisième contrat et pas dans les autres, qui obligeait les États membres à acheter. Et ça, on verra, si vous voulez, par la suite, les clauses du troisième, parce que Pfizer n'a pas lâché. Il veut toujours vendre ses doses aux États membres. Sauf qu'avec la pression de la Commission, avec la pression de la Commission, des États comme la Hongrie, comme la Pologne, n'ont pas signé l'avenant parce que Pfizer leur dit « Ok, on va réduire des doses, notamment 170 millions de doses, mais on veut que ça soit à ce prix-là. » Et notamment, ils les revendent aux États à 10 € la dose. C'est-à-dire, nous, France, par exemple, on a tant de millions à acheter, puisque c'était obligatoire. Vous voyez, sur les 900 premiers millions de doses, il y en a 450 qui ont déjà été utilisées en 2022, mais il en reste 450 millions de doses en 2023. Et chaque pays a son quota. Avec une date de péremption? Alors, la date, ça a été prolongé en 2027. Mais il y a 70 millions de doses sur 4 ans qui vont être distribuées dans chaque État. Pfizer a accepté qu'un certain nombre de doses soient payées maintenant 10 €, même si vous ne les voulez pas, même si Pfizer ne va pas les fabriquer. Mais ils veulent une compensation, c'est ce qu'ils ont appelé les flexibilités, vous voyez, au niveau du prix, pour les payer 10 €. Alors, vous voyez que la Pologne, ils sont montés… C'est-à-dire, Ouais. là, en gros, chaque État aura 70 millions de doses encore à acheter, c'est ça? L'ensemble, hein, sur l'Europe. Hein. C'est 70 millions sur l'ensemble de l'Europe Oui. à dispatcher Oui. à 10 € la dose. Oui. C'est un préjudice direct qui découle de la négociation d'Ursula von der Leyen avec Albert Bourla. Parce que ces États membres sont préjudiciés si on les oblige à acheter pour ne pas être livrés. Donc c'est… Et oui, mais là, ils ont signé. Et il y en a 2 États qui n'ont pas signé, c'est la Pologne et la Hongrie. Parce que la Pologne dit, moi, j'accueille des Ukrainiens, donc j'ai besoin d'argent. Et pourquoi je vais payer des doses que je ne vais pas utiliser? Parce qu'il n'y a plus de demande. Et je préfère utiliser cet argent pour accueillir les Ukrainiens. Et les Hongrois disent, bah, écoutez, nous, ça ne nous intéresse pas non plus. Et la Commission a laissé à ces 2 États le fait de négocier directement à Pfizer. Pour l'instant, on en est là. Et donc, il y a eu une prolongation de la durée du contrat jusqu'en 2027. Mais du coup, il faudra quand même avaler les 450 millions Oui. Alors, moins 170 millions, ceux-là sont annulés. Hein, et le reste, eh bien, ça fait à peu près 70 millions de doses annuellement pendant 4 ans. Voilà. Et une critique qu'a fait d'ailleurs l'Agence européenne des médicaments, ça a été de dire, en fait, ce contrat, même pour l'avenir, si jamais il y a un variant qui arrive, hein, qu'on a une future pandémie, on n'a que le monopole avec Pfizer. Parce qu'en fait, l'Europe, elle s'est rendue complètement dépendante de Pfizer maintenant. Vu, vous voyez, le prolongement des doses, tout ça. Donc, voilà, on a eu la Cour de justice européenne, Europe, enfin, député européen, puis New York Times, toujours bon, sur cette transparence. Et maintenant, je vais passer la parole à Frédéric Baldan, puisque là, vous avez saisi une autre, hein, carrément la Cour pénale, et je voudrais vous donner la parole parce que je trouve que vous avez apporté un plus au niveau de cette motivation. Alors moi, les questions que je vous pose, c'est pourquoi en tant que citoyen, vous avez porté plainte à la Cour pénale et sur quelle base? Mais en tout cas, merci d'être là. Donc voilà, je tiens quand même à saluer votre action comme député, parce que tous les députés européens n'ont pas nécessairement défendu l'intérêt général dans ce dossier. Donc je tiens vraiment à saluer le fait que vous et certains de vos collègues, voilà, vous avez bien défendu l'intérêt général.
donc ça porte à votre crédit. En réalité, c'est assez simple. Je me suis rendu compte à un moment donné de l'aberration de la situation. Ça veut dire que concernant les SMS, par exemple, en Belgique, on a une infraction pénale qui est l'atteinte arbitraire aux droits et libertés garantis par la Constitution dans le chef d'un dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou d'un fonctionnaire. Et donc, en réalité, je me suis trouvé dans un cas de figure où je me suis dit, c'est simple, Madame von der Leyen, soit elle détient toujours ses SMS, elle fait une atteinte aux droits fondamentaux à la transparence, ce qui est déjà inacceptable pour un fonctionnaire, mais cette atteinte est arbitraire. Et donc, à ce moment-là, elle commet une infraction pénale. Soit Mme von der Leyen a sciemment détruit ses SMS, comme ça a pu être dit par moment, et dans ce cas-là, vu qu'ils sont reconnus comme étant des documents administratifs, c'est une destruction de documents administratifs, on tombe toujours dans le cadre d'une infraction pénale. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est simple, on est dans un cas où on peut présupposer qu'il y a plusieurs infractions. D'abord, puisqu'elle a agi en négociant avec son ami proche, dont on voit au final que son entreprise, donc je parle de M. Bourla, l'entreprise Pfizer prend un monopole sur le marché, et elle n'était pas mandatée pour le faire. Elle a, à mon sens, commis une autre infraction qui est l'immixtion dans les fonctions et titres. Ça veut dire que c'est une prérogative qui revenait aux États membres et elle s'est arrogée illégalement cette prérogative. Donc voilà, elle n'avait pas de mandat pour agir. Et en dernier, nous avons la corruption et la prise illégale d'intérêt, parce qu'il ressort clairement, que ce soit des contrats ou des agissements des uns et des autres, que ce n'est pas l'intérêt public qui a été défendu, mais bien l'intérêt du fabricant. Celui qui a encore des doutes ferait mieux de se renseigner sur le sujet. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saisi un juge d'instruction en Belgique, donc j'ai fait une plainte avec constitution de partie civile. Voyant que de toute façon, personne ne l'avait fait jusque-là, je me suis dit, bon, il faut bien que quelqu'un le fasse un jour. Et donc, j'ai décidé de déposer plainte à charge de Madame von der Leyen. Qu'est-ce qui se passe? On a aujourd'hui une discussion dans ce dossier au niveau de la compétence juridictionnelle. C'est un peu compliqué. Donc, par exemple, le parquet belge considère qu'il doit saisir le PPO, donc le parquet européen. Moi, à mon sens, ce n'est pas approprié. Pourquoi? Parce que je suis victime belge d'un intérêt national. Et donc, en réalité, le PPO, son mandat, c'est de défendre l'intérêt public des institutions européennes et les atteintes au budget européen. Donc, en réalité, ça n'a rien à voir avec une victime qui serait un citoyen européen. Je ne peux d'ailleurs pas saisir le PPO. On peut faire des dénonciations à l'EPPO, mais on ne peut pas déposer une plainte auprès de l'EPPO. On se rend compte d'ailleurs aujourd'hui, quelque chose qui est très, très mal fait, peut-être à dessein, dans les textes sur le PPO, c'est que le parquet européen considère aujourd'hui qu'il n'a pas de délai légal pour répondre à la justice belge. Ce qui est quand même une atteinte manifeste à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux. J'ai le droit à un recours effectif. On ne peut pas suspendre à l'infini le traitement de cette plainte pénale. Et donc, ce que j'entends demander au juge d'instruction, c'est simple. C'est, par exemple, comme devoir d'enquête, c'est qu'il saisisse le téléphone qui a servi à échanger ces SMS, que ce soit par WhatsApp ou peu importe. Voilà, qu'il saisisse l'appareil. Si les SMS s'y trouvent toujours, Madame aura commis une infraction, notamment vis-à-vis du New York Times, mais aussi de moi-même et de Monsieur Fanta. Et si elle les a détruits, elle fera un aveu au juge d'instruction en disant qu'elle a manifestement détruit des documents administratifs. Donc c'est ce qui m'a occupé au niveau de la juridiction pénale. Et donc, j'ai pris une autre mesure conservatoire beaucoup plus récente, qui est de me dire, mais quand on voit le mensonge de Mme Kyriakides, c'est ouvertement un mensonge, hein, c'est pas très compliqué de voir que c'en est un, elle est contredite par M. Bourla et d'autres, en disant que Mme von der Leyen n'a rien à voir avec cette négociation, c'est contraire au rapport de la Cour des comptes, donc c'est vraiment honteux comme mensonge. J'en suis venu à la conclusion de dire, mais si Mme von der Leyen reste en fonction, elle a une capacité de nuire à l'enquête. Donc, en fait, elle peut supprimer d'autres documents qui éventuellement seraient des preuves à charge et elle peut influencer des fonctionnaires et d'autres éventuels membres de la Commission européenne. Alors, nous sommes souvenus avec mon avocate de la Commission Santer. Vous vous souvenez, moi je suis peut-être un peu jeune pour ça, mais donc à la fin des années 90, une commission était gravement mise en cause, à peu près de la même manière, mais le contrat était les montants étaient moins importants que ceux-ci. Et donc la commission Santer, à l'époque, a été amenée à démissionner. On a fait des rapports d'audit pour expliquer que même un commissaire qui, à la limite, disait ne pas être au courant d'une fraude organisée par son administration avait quand même une responsabilité parce qu'il avait perdu le contrôle de son administration. Donc il y a vraiment des choses au niveau de l'éthique qui ont été remarquablement bien faites à l'époque. A été publié par la suite au journal de l'Union européenne, donc il a sa force juridique, un code d'éthique pour les commissaires européens.
Et donc, je me suis rendu compte avec mon avocate que Madame von der Leyen avait très clairement violé les dispositions de ce code d'éthique. Et donc, j'ai saisi en référé la Cour de justice de l'Union européenne en demandant, et ils ont la capacité de prendre toutes mesures nécessaires. Madame von der Leyen n'est pas comme Madame Rivasi, une politicienne élue par le peuple, représentant le peuple. Donc, à mon sens, il n'y a pas dans l'action de la Cour une atteinte à la séparation des pouvoirs. Et donc, je leur demande la suspension immédiate de Mme von der Leyen et d'autres commissaires européens de leurs fonctions, parce que c'est assez simple. Si on ne le fait pas comme monsieur le conservatoire, après qu'ils aient perdu toute notion de la morale publique, comme c'est décrit dans le code d'éthique, ils ont une capacité de nuisance à l'enquête qui les vise. Et donc, comme fonctionnaires, ils devraient être écartés le temps de l'enquête. Si on définit à la fin que, en fait, tout était normal, pourquoi j'ai vraiment des doutes, mais pourquoi pas, voilà, eh bien, à ce moment-là, qu'on réintègre ces fonctionnaires. Mais là, le niveau comment dire, d'atteinte aux droits fondamentaux, de règles de bonne conduite et de code d'éthique est tellement élevé, c'est plus possible de défendre cette position. Madame Rivasi l'a très bien dit en interview hier. En fait, nous avons collectivement, sans nous concerter, que ce soit M. Fanta, que ce soit le New York Times, Madame Rivasi, ses collègues des parlementaires de différents groupes, et moi-même, nous avons saisi presque toutes les juridictions. Nous avons entamé presque toutes les procédures possibles à charge de Madame von der Leyen, et je ne peux pas comprendre que la Commission continue de la sorte à couvrir Mme von der Leyen et surtout nous ignorer publiquement. C'est-à-dire que quand je vois des questions remarquablement posées par des députés à laquelle la Commission ne répond pas, quand je vois que même si nous avons un foin médiatique terrible, par exemple, l'information de la plainte pénale a été même censurée dans certains pays et très bien reprise dans d'autres. Je pense qu'il y a à peu près une vingtaine de pays, une vingtaine de langues, et dans des grands journaux, hein, des journaux très connus, Euronews, Politico, Euractiv, ça a été refait en belga, dans la presse française aussi, Blast, les autres. Et donc, on ne comprend pas que la Commission européenne, qui se dit être démocratique, ne réagisse pas à ce fait. Ça veut dire qu'elle invisibilise ce fait, elle fait comme si ça n'existait pas. Alors je comprends que c'est une stratégie de communication, mais elle est inacceptable en démocratie. C'est-à-dire qu'ils sont remis en cause, et bien qu'ils en prennent acte et qu'ils se justifient, mais agir de la sorte, ça montre vraiment un mépris général pour les droits fondamentaux que je vois uniquement. Je rappelle quand même que la Charte des droits fondamentaux a la valeur de traité et la Cour de justice considère qu'elle a la valeur constitutionnelle. Et on se retrouve avec uniquement certains députés qui montre, comme Mme Rivasi, le rattachement à ces principes démocratiques et à ces droits fondamentaux. Et ça devient quand même un peu interpellant, à mon sens. Donc c'est aussi ce qui nous pousse à agir, c'est de dire, la justice, aujourd'hui, on a un momentum avec elle, c'est de dire, est-ce que vous respectez la séparation des pouvoirs et que vous allez agir? Parce que maintenant, il y a une évidence qui est quand même aux yeux de tous. Et est-ce que les institutions vont finir par respecter la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou vont admettre qu'en fait, elles se dispensent de la respecter? Et donc, c'est pour ça que je suis assez reconnaissant de votre combat. Et en fait, on s'intéresse peu au fait que vous soyez d'un parti ou d'un autre. C'est votre action vis-à-vis de ces droits fondamentaux qui est intéressante. Et c'est pour ça que même sans aide nécessairement de votre sensibilité politique, on peut vous soutenir parce que votre action est juste et d'intérêt général. Merci. Alors, juste pour ajouter quand même, vous savez, on a créé une commission Covid, commission spéciale. On pensait qu'en créant cette commission spéciale, on aurait accès à de l'information. Eh bien, ça a été horrible. On n'a pas eu accès à l'info. Quand on avait les directeurs des différents laboratoires pharmaceutiques, certains sont venus, d'autres ne sont pas venus, dont M. Bourla, 2 fois. Et on avait demandé au niveau, alors à plusieurs groupes politiques, hein, parce que c'est quand même une importance sur le politique, on avait demandé à ce que Pfizer ne soit plus accepté au niveau du Parlement. Donc ça, plusieurs groupes politiques. Eh bien, à la conférence des présidents, ça a été refusé. On avait demandé à ce que Mme von der Leyen vienne s'expliquer, puisque la commission était coincée à un moment. Elle disait on ne peut pas répondre à sa question. Et il fallait l'interlocuteur, donc la présidente de la Commission européenne. Elle n'a pas voulu venir s'expliquer et les partis politiques ont décidé qu'elle serait convoquée à la conférence des présidents. Et depuis qu'on a demandé, toujours rien. Et vous voyez pourquoi j'ai fait cette conférence de presse? C'est que je trouve ça, alors ça reprend ce que dit M. Baldan,
c'est quand même inadmissible. Moi, je suis députée européenne. Je suis là pour l'intérêt général au niveau européen. On a voté de l'argent, de l'argent public, notre argent, pour acheter des vaccins. On était d'accord sur le principe. Mais il faut la transparence quand même sur ces contrats. Il faut savoir c'est quoi qui lie, vous voyez, la responsabilité des entreprises par rapport aux citoyens européens. Et ça, on n'a pas accès. On demande des comptes à Mme Ursula. Moi, je n'ai rien contre elle en tant que telle. Mais je veux qu'elle m'explique pourquoi elle a chanté, vous voyez, le comité de pilotage, le comité scientifique, pourquoi elle a établi 1,8 milliard. Parce que ça fait 4,6 milliards de doses qui ont été commandées quand on met tout, AstraZeneca, Johnson Johnson, vous voyez, tous les laboratoires qui sont pour 71 milliards d'euros. Et que maintenant, on est dans la seringue où il n'y a plus de demande, il n'y a plus de pandémie, et on est obligé d'acheter ces doses. Et moi, je voudrais que ça serve pour le futur. Vous voyez, il y a eu un moment, il y a quelque chose qui a dérapé, et qu'elle vienne s'expliquer. Si elle me dit, écoutez, j'ai fait une erreur, j'étais coincée parce qu'AstraZeneca ne fournissait pas ses doses, parce que vous vous rappelez, on avait commandé 300 millions de doses d'AstraZeneca, qu'ils avaient préféré les livrer aux Anglais et aux Israéliens, mais pas aux Européens en premier, qu'elle soit prise dans l'urgence, mais qu'elle s'explique. Vous voyez, moi, j'attends une explication. Et peut-être qu'on dira, bon, bah, écoutez, vu l'urgence, elle a pensé, vous voyez, sauf que ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Elle l'avait déjà fait quand elle était ministre de la Défense, où elle avait passé des contrats aussi par des SMS. C'est le même mode opératoire. Oui, et que là, en Allemagne, il lui avait demandé des comptes là-dessus. Bon, mais au moins qu'elle vienne s'expliquer. Et le fait qu'elle ne vienne pas, le fait que les députés européens, vous voyez, soient chantés, mais vraiment, et puis ces commissions spéciales, si on n'a pas accès à l'info, à quoi ça sert? Vous voyez, je trouve que ça remet en question quand même la légitimité de nos institutions. Et ça, je ne veux pas le lâcher. Il y a quelque chose qu'il faut quand même mettre au crédit de votre commission Covid pour ne pas donner l'impression qu'elle n'a pas de résultat. Votre commission, elle a quand même mis en lumière deux témoignages que je trouve intéressants, enfin, les différents parlementaires. D'abord, c'était Madame Janine Small de Pfizer qui a quand même avoué que le fabricant n'a jamais étudié la capacité de son produit à empêcher les transmissions d'un individu à l'autre, ce qui est quand même assez troublant vu les narratifs des gouvernements et l'imposition des QR codes, donc qu'on peut voir aujourd'hui quasiment comme un crédit social, parce qu'on voit que c'était arbitraire et pas une atteinte aux droits fondamentaux qui était légitime et proportionnée. Et donc ça, on le sait aujourd'hui. Ce n'est pas une bagarre entre une étude scientifique contre une autre. C'est un fait objectif incontestable. C'est le fabricant ne l'a pas étudié. Donc les gouvernements ne pouvaient pas s'appuyer dessus. Et ça, c'est un résultat qu'on a grâce à votre commission. L'autre résultat qu'on a, c'est dans les questions parlementaires, c'est Madame Galina, qui est venue nous expliquer en travaillant pour la Commission européenne qu'elle avait parfaite connaissance du fait que juridiquement, il n'avait pas le droit d'agir de la sorte, mais que, en fait, les aspects juridiques, elle s'en foutait. D'ailleurs, c'est pour ça que les jeunes elle l'a dit en vidéo, hein, donc c'est pour ça que les jeunes de son département l'aimaient bien. Donc c'est quand même assez incroyable parce que le rôle de la Commission dans les traités européens, c'est de défendre et de faire appliquer les traités européens. Et là, j'ai un fonctionnaire de la Commission qui m'explique qu'en fait, lui, c'est violer les traités qui l'intéressent. Et ce qui est incroyable, c'est que sa hiérarchie ne réagit pas, parce qu'un fonctionnaire peut le faire, on peut considérer que c'est une faute, voilà, elle n'aurait pas dû dire ça publiquement, mais la Commission acquiesce. Alors moi, je me demande, est-ce que les commissaires européens ont décidé qu'ils violaient les traités européens? Est-ce qu'ils l'assument? C'est comme quelque chose d'assez intéressant. Enfin, moi, je me sers des traités européens pour dire qu'on a droit à la transparence, qu'on a droit à l'accès aux documents, et pour l'instant, on n'a pas de réponse. Et ça, alors, on s'est reposé sur la justice, sauf que la justice va mettre combien de temps? Parce que là, ce que vous dites, que la plainte que vous avez déposée au pénal, le procureur belge dit il faut que je vois si ça n'intéresse pas le PPO. Oui, le procureur européen, et qu'il n'y a pas de délai. Vous voyez, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que j'ai peur que d'ici la fin du mandat, on n'ait pas de réponse. Oui, alors je suis obligée de passer parce qu'il y avait plusieurs ONG qui étaient là et je voulais leur donner la parole. Donc, et Rachel, bien sûr Rachel.
Alors, vous vous présentez, Rachel. Donc, on va vous donner le micro. Donc, Rachel Anna, donc, qui est de l'ONG Accès Info Europe. Donc, merci d'être là, puisque vous avez une vision globale de l'accès à l'information sur le plan européen. Alors, quelle est votre position là-dessus par rapport à ce qu'on a dit? Thank you. Yes, I'm Rachel Hanna and I'm Deputy Rachel Director. Hanna, je suis donc directeur adjoint de Access to Europe et donc nous défendons l'accès à l'information au niveau européen. Nous travaillons étroitement avec le Regulation D149 qui réglemente donc l'accès aux documents européens et pour la première fois, nous voyons qu'il y a des faiblesses en ce qui concerne ce règlement, que ce soit sur papier et dans la pratique. Le règlement 1049 a été adopté il y a 10 ans et les choses ont beaucoup changé. Les méthodes de communication ont changé depuis lors. Alors, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé en ce qui concerne la communication, mais la définition du document dans le cadre de ce règlement. Alors, d'après ce règlement, un document officiel, c'est un document, peu importe son contenu, mais qui reprend des décisions relevant des institutions. Alors, si on s'en tient à la loi, un SMS est un texte officiel et donc relève de la portée du 1049. Néanmoins, on a vu avec ce cas que la Commission ne partage pas notre point de vue. Lorsque le journaliste Alexandre Fanta, dans le cadre du 1049, a demandé à avoir accès à tout aux SMS et les échanges entre Mme von der Leyen et le PDG de Pfizer, Albert Bourla. La Commission a estimé, vu la nature brève de ces messages, ils ne relèvent pas de la portée de ce règlement 1049 et on ne peut pas exiger d'avoir accès à ces SMS. L'interprétation de la loi est totalement contraire au 1049. Alexandre Fanta a contacté le médiateur. Le médiateur a clairement spécifié que c'est le contenu du document et pas la forme du document qui doit être examiné et que les SMS relèvent de la portée du 1049 et la Commission ne peut pas se baser sur l'argument de la longueur ou du format de ce message pour expliquer qu'on n'a pas droit à avoir accès. Le médiateur a aussi recommandé que l'accès ne devrait pas l'accès aux documents ne devrait pas être limité et la Commission a déclaré qu'ils étaient justifiés par la pratique courante pour refuser l'accès. Le New York Times a aussi publié les articles, a aussi introduit une plainte auprès de la Commission, la Cour de justice européenne. Et les SMS sont des documents officiels. Alors, pourquoi est-ce que tout ceci est pertinent? Parce que si on dit que les SMS sont des documents, l'interprétation de la Commission du 1049 veut dire qu'ils essayent d'échapper à l'obligation qui découle de ce règlement. Alors, les scandales qui ont vu que certains messages ont été supprimés par des décideurs et aujourd'hui, on voit qu'on essaye d'empêcher l'accès à ces documents. Ceci est un déni d'un droit fondamental octroyé aux citoyens d'avoir accès à ces documents, mais ceci aussi met en question les processus décisionnels. Et je crois qu'il est très important que l'on règle cette question des SMS et que l'on donne un message positif aux citoyens. Alors, la décision
de l'Ombudsman. Alors, il est regrettable qu'une institution européenne n'est pas vraiment très ouverte à cette demande. Aujourd'hui, il y a vraiment une demande pour que l'on mette à jour, qu'on renouvelle ce règlement 1049 qui donne accès aux informations. Et je crois qu'il est important de régler la question des messageries dans le cadre du 1049. Merci pour votre attention. Merci. Alors, je vais passer la parole à Christopher van Geelhoef de l'ONG belge Cumuleo. Alors, je vais vous présenter votre association, votre ONG. Allez-y. Bonjour, merci pour cette invitation. En fait, donc, je représente Cumuleo, qui est un site qui promeut la transparence en Belgique, comme cumuleo.be. Donc, d'une part, la transparence des mandats, fonctions et professions exercés par nos responsables politiques et nos fonctionnaires. Et alors, l'autre pilier, c'est la publicité de l'administration, donc la transparence des documents administratifs. C'est pour ça que je rejoins tout à fait votre diagnostic sur l'importance de la transparence, que ce soit en Europe, mais que ce soit dans chaque pays de la communauté européenne. Et par exemple, en Belgique, on a notre gouvernement qui est en train de revoir la législation sur la transparence des autorités fédérales. C'est une législation qui date d'il y a 30 ans, donc on aurait pu s'attendre à ce que, vu qu'il n'y a pas eu d'évolution pendant 30 ans, qu'il y ait des pas importants qui soient faits vers cette transparence. Et en fait, on se rend compte que le texte est vraiment à minima. En fait, il ne fait que régler les recommandations du Conseil de l'Europe, du GRECO, donc recommandations en matière de lutte contre la corruption. Et en fait, pourquoi je vous parle de ce cas belge, c'est qu'en fait, dans les informations qu'on arrive à avoir, on se rend compte que la crise sanitaire n'est pas tout à fait étrangère à ça. On a en fait un gouvernement qui se referme un petit peu comme une huître. Les ministres m'excuseront pour cette comparaison. Mais en fait, voilà, par rapport justement à cette crise sanitaire. Et en parallèle, en Belgique, mais aussi en Europe, et on le voit à travers vos combats, on a aussi une société civile qui est de plus en plus informée, qui est de plus en plus en demande de transparence, d'accès à des documents, et on a de l'autre côté des autorités publiques qui sont de plus en plus fermées. Et là, je pense qu'il y a vraiment un risque, une tension démocratique qui est en train de se créer, qui est vraiment un risque pour nos démocraties. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment fondamental d'avancer sur ces questions de transparence, de plaider pour un renforcement des législations et pour l'application. Parce qu'après, il y a les législations, et on le voit dans le cas que vous défendez avec les SMS, il y a la législation qui, comme ça a été rappelé par Access Info, qui est très claire. Les SMS, ce sont des documents administratifs, ils doivent être transmis, et puis il y a l'application de cette législation qui est problématique. En Belgique, en fait, le droit d'accès aux documents administratifs est inscrit dans la Constitution. C'est l'article 32 de notre Constitution, et donc sa violation est un délit pénal. Donc c'est fort comme sanction, et en fait, on se rend compte dans la pratique que nos autorités publiques n'ont pas de problème à commettre des délits pénaux plutôt que d'assumer la transparence. Donc vraiment, l'importance d'avancer sur cette question-là pour éviter cette fracture démocratique, parce que le regard sur les autorités qui refusent cette transparence change fondamentalement, je pense, dans la société. Le regard sur l'Europe à travers ce SMS Gate change aussi, et il y a des élections qui approchent. C'est pas positif, et ça peut amener à des changements importants. Et donc la communauté européenne, les autorités quelles qu'elles soient de tous les pays, doivent vraiment faire attention à justement ne pas fracturer la société, fracturer le regard que les citoyens portent sur leur action. Très bien. Est-ce que il y a Médecins du Monde, vous voulez prendre la parole? Alors, voilà. Oui. Je vous remercie, Médecins du Monde vous remercie pour l'action qui est menée ici aujourd'hui. Alors, notre
l'expertise de Médecins du Monde est très centrée sur les enjeux d'accès aux médicaments et propriété intellectuelle. Effectivement, en ce qui concerne ce que vous avez dit plus tôt, quelle est la question de le fait qu'aujourd'hui nous retrouvons dans une situation de vulnérabilité car dépendant de Pfizer. Et ce que nous avons pu remettre en cause pendant la pandémie étaient justement les brevets qui justifiaient ce dit monopole tenu par Pfizer et BioNTech. Nous avons alors les demandes de brevets des entreprises, enfin de BioNTech spécifiquement, auprès de l'Office européen des brevets étaient tenues. Comment vous dire, il y a une phase dans la procédure de demande de brevet où celles-ci sont secrètes. Et à un moment, les demandes de brevet, enfin dans l'évaluation, dans la procédure elle-même, elles sont publiées et celles-ci ont été publiées en fin 2021. Et c'est là qu'on a commencé à pouvoir avoir connaissance justement de la qualité des demandes de brevet qui avaient été faites par BioNTech. Et nous avons utilisé un outil qui est un outil que tout citoyen peut utiliser, qui est les observations de tiers. C'est des aides à l'examination, à l'examen du brevet. Donc tout citoyen peut le faire, apporter de la littérature scientifique, questionner les critères de brevetabilité sur lesquels se basaient ces demandes de brevet, notamment l'activité inventive. Et ce que nous avons voulu challenger, c'était justement cela. On a apporté des éléments très forts qui questionnent donc l'activité inventive des demandes de brevet de BioNTech. Nos réflexions ont été notamment prises en compte par l'examen qui vient avant donc la concession du brevet. Donc l'examinateur de l'Office européen des brevets a pris en compte et a dit qu'effectivement il fallait que BioNTech reformule sa demande. Et on est très attentif à cela parce qu'on sait que en fait la question de la propriété intellectuelle met les entreprises dans une situation de force lors de la négociation. Donc, si nous avions plus de visibilité sur tout ce processus, ça aurait été des éléments importants qui auraient pu être pris en compte dans la négociation, de prix notamment, parce que nous jugeons qu'on ne pourra pas avoir de prix juste si on n'a pas de transparence. Donc, on mène un plaidoyer avec plusieurs ONG, notamment en France et en Europe, sur la question de la transparence du prix des médicaments. Et voilà, donc toute cette action-là, elle vient dans ce contexte, le contexte notamment de la résolution de la transparence de l'Organisation mondiale de la santé que nous défendons. Et voilà, nous voulons voir tout cela reflété au niveau européen. Et cette action-là, elle est voilà. Donc, on attend les résultats comme vous. Et nous suivons de près avec nos alliés européens et français. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Global Health Advocates? Oui, vous voulez prendre la parole? Alors, je n'ai pas prévu spécialement, mais merci pour la question. Oui. Simplement préciser que Action Santé Mondiale, c'est une ONG qui a ses bureaux ici en France, à Paris et à Bruxelles, et qui participe de ce travail-là de favoriser la transparence des entreprises du médicament et des contrats qui lient ces entreprises-là à l'Union européenne et aux États membres. On a sorti et publié en fait 2 rapports en fin d'année de cette année, excusez-moi, au mois de janvier justement, qui s'appelait Access Denied, quand les entreprises de médicaments sont à la droite du conducteur, on va dire, si je le traduis très mal en français. Et donc effectivement, c'est 2 rapports qui mettent en lumière ce que vous avez décrit et ce qu'on a tous pu constater ces dernières années et ces relations non transparentes et obscures entre la Commission européenne et les entreprises du médicament. Comme le disait Juliana de Médecins du Monde, on travaille en consortium, ici aussi en France, effectivement, pour également s'assurer que les relations entre les pouvoirs publics et les entreprises soient effectivement transparentes, les contrats, les relations, les prix, etc. Et donc, on vous remercie pour votre mobilisation sur ce sujet-là, que l'on suit et que on espère voir au niveau européen avancer et au niveau français également. Il y a en ce moment des discussions assez
importante au niveau français aussi. On voit bien qu'il y a une volonté de faire revenir les entreprises aussi du médicament en France et en Europe. Pour autant, il ne faut pas que cette stratégie-là soit une stratégie de chèque en blanc uniquement, une stratégie qui n'impose pas finalement de conditions, et notamment des conditions de transparence, de responsabilité sociale et environnementale, etc. Voilà. Très bien. Merci. Alors, juste pour finir cette partie, avant de donner la parole aux journalistes, je voulais quand même vous donner une info qui me perturbe. Et j'aurais vraiment besoin des ONG. C'est concernant le rapport final de la commission Covid. On a beaucoup insisté sur la transparence et tout le monde était d'accord, tous les groupes politiques étaient d'accord, à part les conservateurs, le PPE. Et puis, on vient d'apprendre qu'en fait, la Commission européenne a fait un lobbying incroyable vis-à-vis des élus, notamment le groupe socialiste. Et par rapport à la demande de l'accès au contrat, au futur contrat, eh bien, ils ont enlevé des choses qui nous semblaient, nous, essentielles. Je vais vous lire un compromis qui a été, donc, qui va être publié. Demande à la Commission de publier la version non expurgée des contrats d'achat pour le grand public après leur date de résiliation respective, y compris toutes les informations d'intérêt public, lorsque cela est légalement possible. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire lorsque cela est légalement possible? Donc, on fait complètement l'ouverture au niveau des laboratoires pharmaceutiques. Ils nous ont toujours dit « Ah, mais on ne peut pas vous donner tous les éléments des avenants parce que… alors, au début, vous aviez cité Sandra Gallina qui disait « On attend à ce que tous les contrats soient faits, après, on vous les donnera. » Et puis après, on vous les donnera, vous avez vu, il y a énormément de parties qui étaient noircies. Et là, on leur laisse la possibilité de le faire. Et là, moi, j'ai besoin vraiment des ONG de la mobilisation pour écrire, pour dire aux députés européens socialistes, il faut accepter ça. En fait, vous savez, dans la Charte des droits fondamentaux, il y a un droit très particulier qui est l'interdiction d'abus de droit. Ça veut dire que les autorités ont l'interdiction d'évoquer un droit pour en supprimer un autre. Et donc, ce que fait la Commission européenne, elle nous oppose le droit d'un tiers privé contre l'intérêt général à la transparence. La transparence est un droit fondamental. Ce qui doit être préservé, c'est l'intérêt public et pas l'intérêt du laboratoire. Et donc, ces éléments, ils doivent être publics et c'est inacceptable de considérer que Pfizer, qui est un privé, aurait des droits comme fournisseur supérieurs aux citoyens européens. C'est quelque chose d'inadmissible. Alors, vraiment, moi, je suis insurgé contre ça et je ne vais surtout pas le voter. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu un lobbying, notamment d'ERA, en disant « Ah, mais avec les négociations de Pfizer, ne soyez pas trop exigeants vis-à-vis de la transparence. » Sauf que ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est fait, la transaction pour le 3e contrat, maintenant. Donc, pourquoi faire quelque chose qui est en deçà de ce qu'on demande sur la transparence absolument des contrats dans le futur? Si vous voulez opposer le droit des affaires, en plus, c'est quelque chose de marrant. Pourquoi? Le contrat, il est signé. L'opération a eu lieu. Mais où est le risque pour Pfizer en termes de concurrence, vu qu'il a… C'est vrai qu'on aurait dû faire un marché public, mais il n'y a pas eu de marché public. Mais bon, voilà, le contrat est signé. Il n'y a pas de risque pour Pfizer d'être mis en concurrence de manière déloyale par un concurrent. Et donc, en réalité, opposer le droit des affaires, c'est scandaleux. Ah ouais, vraiment, enfin, je voulais vous dire que c'est un combat de tous les jours. Parce que moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est plus on parle de transparence, moins il y en a. Hein, ça a toujours été un peu comme ça. Et c'est pied à pied qu'il faut défendre la transparence. On veut avoir accès à tout. Et sur le plan européen, quand on voit ce qui se passe sur les pesticides, quand on voit ce qui se passe sur les recherches, à tous les niveaux, il faut absolument que ça soit, comme vous dites, l'intérêt public qui soit prioritaire et non pas l'intérêt privé. On ne leur demande pas la recette des vaccins. Vous voyez, on leur demande des choses qui intéressent les citoyens européens. Et je trouve qu'il faut qu'on soit hyper vigilants, les députés européens et bien sûr
les citoyens européens dans leur ensemble sur ces exigences-là. C'est pour ça que je m'insurge, vous voyez, contre. Si dans le rapport final il y a ça, eh ben, ça veut dire que. Vous savez, même quant à l'augmentation de prix, il y a quelque chose qui est troublant, c'est de dire on leur a payé la recherche et développement. L'armée américaine les a aidés pour la logistique et pour la production. Il n'y a pas eu de besoin de marketing parce que c'était une précommande, vous avez dit, pas. Donc en gros, pas besoin de fabriquer d'abord, pas besoin d'avoir de stock. Ça a coûté quoi à l'industrie pharmaceutique? Parce que c'est vraiment une question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que si ça lui coûte, comme certaines estimations, 2 € et qu'elle le revend 20, on ne peut pas considérer qu'elle a été bienfaitrice de l'humanité, qu'elle a sauvé l'humanité par charité. C'est quand même faire x10 quelque chose, un produit sans risque, où elle ne prend pas les effets secondaires en charge. Mais on dit, mais le contrat, il est ouvertement lésionnaire de l'intérêt public. Tout est à charge de la collectivité et tous les bénéfices retournent à l'industrie. Et ils deviennent propriétaires des brevets qu'on a payés pour eux. À un moment donné. Et plus en France, vous avez une législation fiscale spéciale, c'est-à-dire qu'on peut faire du crédit impôt recherche. Donc, c'est-à-dire qu'on peut regagner de l'argent public en ayant une recherche et développement financée éventuellement par l'aide européenne. Oui, alors, je vais passer maintenant la question aux journalistes, parce qu'on est bavards. Excusez-moi, vous avez vu le reportage sur France 2 sur Pfizer, Commission d'enquête. Ils ont fait des essais, apparemment, le grand public peut le reconnaître, ils ont fait des essais sur la population africaine, sur les enfants. C'est des criminels de Pfizer déjà. Et alors, je tombe sur ça dans le Leclerc. Alors, vous vous présentez, s'il vous plaît. Pardon. Oui, oui. Parce que... moi, je suis musicien, mais en fait. Ah, d'accord. Mais en fait, même ce pitié de mais en fait, je suis quand même mandataire d'un parti politique, enfin plus de Pélos. Donc, on était vraiment sur la politique sanitaire. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des journalistes qui ont des questions à poser? D'accord, on en parlera. Oui, allez-y. Donc moi, c'est Florence Gaillard, là en l'occurrence pour Blast. Moi, je voulais savoir, il y a depuis le moment, ça fait 2 mois à peu près que vous avez déposé votre plainte. Au pénal. Au pénal. Le 5 avril. Voilà. Exactement. Et là, donc dans le média belge Le Vif, il y avait un papier hier disant que pour l'instant, elle était dans les limbes. C'est ce que vous expliquez, c'est-à-dire que c'est le juge Freinet, donc qui est le juge que vous avez saisi d'instruction, qui est obligé de faire cette. Alors, c'est plutôt au niveau du parquet. Je ne sais pas si on en entend. Donc, si vous voulez, c'est une question un peu embêtante de compétence juridictionnelle qui doit être tranchée avant l'instruction. Ce qui est quand même un peu rocambolesque. Ça veut dire qu'en signant le traité de l'OPPO, enfin pour le PPO, l'État a accepté que notre justice dépende en fait, s'il estime que la question peut concerner le parquet européen, qu'il délègue en fait la priorité au parquet européen, qui doit dire est-ce que c'est d'intérêt selon lui du parquet, sachant qu'il ne peut représenter que l'intérêt des institutions dans le cadre d'une lésion au budget européen. Et après ça, en réalité, le parquet national a le droit de décider ce qu'il fera de l'avis de l'OPPO. Donc, c'est quelque chose d'un peu surprenant qui... c'est un peu un no man's land, c'est quelque chose de nouveau. Hein, donc, Et du coup, il y a un délai est-ce qu'il y a un délai auquel vous doivent répondre ou est-ce que c'est longtemps? Et donc, ce que je disais, c'est qu'en réalité, ça m'apparaît même comme étant un problème juridique. Le parquet européen a répondu au journaliste belge du Vif, David Leloup, qu'en réalité, il n'avait pas de délai légal pour répondre au parquet belge. C'est-à-dire que le parquet belge est obligé de les solliciter et doit attendre leur avis. Et eux disent, on n'a pas de délai légal pour répondre. Et je disais tout à l'heure, ça m'amène à une considération qui est l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Je vous rappelle, comme ça doit être une institution européenne comme la Cour européenne de justice, ben, ils doivent respecter ce texte qui a valeur de traité. J'ai le droit, en tant que citoyen, à un recours effectif. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas m'opposer une durée illimitée ou indéterminée. Donc, à un moment donné, pour le moment, on peut encore être gentil. Le journaliste du Vif a quand même rappelé que la plainte faisait 13 pages, qu'un lecteur du Vif est capable de la lire en
une demi-heure et qu'il s'étonne quand même que le Parquet européen, après 2 mois, n'ait pas été capable de la lire. Donc ça indique déjà dans quelle situation on est. Mais en réalité, il y a un moment où on va leur dire, vous êtes bien gentils, mais soit on va saisir la Cour de justice en disant, le texte, manifestement, il contrevient au traité européen, enfin la Charte des droits fondamentaux. Et donc, ils vont devoir agir en conséquence. On va considérer que cette approche, alors, de saisir le Parquet européen n'est pas légale, elle n'est pas conforme au traité. J'espère avoir répondu à la question. Oui, non, mais il n'y a pas de... Oui, allez-y. Mais... C'est ça. Attends. Ah, oui, c'est peut-être ça que... OK. On entendra la question de toute façon. Bonjour, Clara Bloch pour une question d'un point de vue peut-être plus institutionnel et juridique. Il y a déjà une plainte, il y a déjà une enquête en cours par le Parquet européen depuis octobre 2022 justement sur les contrats d'achat et vaccins. Du coup, je me demandais si la vôtre allait être une investigation à part, si jamais elle est reprise par le Parquet européen, ou est-ce qu'elle allait s'ajouter à l'enquête qui est déjà en cours, parce que du coup, ça traite du même sujet. Voilà. Alors, si vous voulez, c'est des considérations un peu compliquées parce qu'on n'a jamais été vraiment confronté à ce problème de Parquet européen. Moi, je prétends que je suis un citoyen européen qui a des droits fondamentaux et qui est victime de la perte de confiance dans les institutions publiques et dans leur capacité à réaliser le bien commun. Et donc, en réalité, je saisis le tribunal belge en vertu d'un intérêt belge. Je considère que Mme von der Leyen, qui, je rappelle, a des pouvoirs qui lui sont délégués par les États membres, ce n'est pas la Commission qui délègue des pouvoirs aux États membres, hein, c'est les États, par la signature du roi des Belges, enfin, c'est dans le cas de la Belgique, qui a institué Madame de certains pouvoirs. Et donc, en réalité, elle est en délégation dépositaire de l'autorité publique. Et donc, je dis, elle a porté préjudice à la Belgique et aux citoyens belges. Donc, pour moi, c'est de la compétence de la juridiction nationale. Et donc, en réalité, s'ils me disent, nous allons transférer au Parquet européen qui n'a la possibilité que de défendre l'intérêt des institutions, alors ça veut dire qu'on efface ma qualité de victime. Et que, alors à ce moment-là, je n'ai plus de recours effectif pour défendre mon intérêt national ou mon intérêt personnel. Ça va poser des problèmes de droits fondamentaux. Alors c'est difficile de répondre à votre question de manière certaine parce que, je vous dis, ce sont des cas de figure, vu que le PPO est un nouveau Parquet européen qu'on n'a jamais rencontré parce qu'on n'a jamais utilisé ce texte. Puis c'est son vrai gros dossier. J'attends de voir ce que va dire le procureur européen. Parce que là, c'est un dossier où elle s'est en quelque sorte auto-saisie, puisqu'il y avait beaucoup de demandes. Hein, comme c'est indiqué, on ne peut pas saisir un citoyen. En fait, le PPO a fait un communiqué de presse en disant, vu le nombre de signalements que nous avons reçus, nous indiquons au public que nous allons ouvrir une enquête. Et c'est assez particulier, j'ai vu une intervention de Didier Reynders, qui est le commissaire européen à la justice. On l'a questionné sur un rapport d'activité de l'EPPO. Le PPO a indiqué pour quel montant total de fraude éventuelle ou de lésion éventuelle ils étaient saisis. Et le contrat de Pfizer ne peut pas être dedans parce que son seul montant est supérieur au total du montant d'activité de l'EPPO. Et donc, on se demande qu'est-ce qu'il se passe parce qu'ils ont fait un communiqué disant qu'ils se saisissent de l'affaire et dans leur rapport d'activité, le montant ne peut pas être pris dedans. Donc, on se demande, est-ce qu'effectivement, et c'est peut-être pour ça que les députés, je ne sais pas, n'arrivent pas à avoir d'informations, mais qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que réellement, et il n'y a pas de transparence, encore une fois, au niveau du parquet. Donc, ça devient un peu embarrassant. Donc, il y avait une question qui était... Oui, Stéphano, c'est ça? Oui, Stéphano. Est-ce qu'il peut... Oui. Alors, on va aller dans le participant. Oui. Et on va... Il est où, Stéphano? Alors, attendez. Voilà, on va lui ouvrir. On va vous donner la parole, monsieur Stéphano. Ouais, si on y arrive. Si on y arrive, parce que là, je ne pense pas que j'y arrive. Et sur le chat, il ne peut pas mettre sa question? Ou oui, c'est ici. Ouais. Voilà, ça y est. On vous entend. Allez-y. Hi, I will speak in English. Je vais m'exprimer en anglais si possible. Oui. Stefano Valentini, j'ai eu l'occasion de parler avec la députée Rivasi. Ah. Maintenant, il passe au français. Je profite du fait qu'il y a des juristes dans la salle pour poser une question assez technique sur les contrats.
Donc, je voulais savoir si les contrats, et notamment les troisième contrat qui était signé par la Commission européenne avec Pfizer, il est lié en quelque mesure avec l'autorisation pour la mise sur les marchés du vaccin de Pfizer qui a été octroyé par l'EMA. À savoir, si j'ai fait un scénario purement hypothétique. Dans le cas où l'EMA n'avait pas renouvelé son autorisation pour la mise sur les marchés en 2022, est-ce que les contrats signés par la Commission européenne avec Pfizer seraient encore valides? Bien, ces effets légaux, voilà, ils cesseraient d'exister. Voilà. C'est une question assez technique. J'ai posé aussi à la Commission européenne, j'attends une réponse. Je vais avoir aussi l'avis des juristes qui sont dans la salle. Je dois préciser que je ne suis pas juriste. Hein. Oui, moi non plus. Mais vous faites le lien entre, si j'ai bien compris votre question, entre les contrats de Pfizer avec les autorisations de mise sur le marché. Oui, de l'EMA. C'est ça, parce qu'on avait des autorisations de mise sur le marché conditionnelles. Oui. Et là, vous posez la question, est-ce qu'ils pouvaient renouveler les contrats, notamment le dernier, s'ils n'avaient pas les autorisations de mise sur le marché normales et pas conditionnelles. Mais là, j'avoue que je ne peux pas vous répondre à la question. Non, en fait, la question, c'est de savoir si l'EMA n'avait pas renouvelé son autorisation de mise sur le marché en 2022, est-ce que les contrats seraient encore valides aujourd'hui ou pas? Écoutez, je ne sais pas. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a une autorisation de mise sur le marché normale, hein, puisque toutes les études avaient été faites en utilisant d'ailleurs les gens comme cobayes, hein, puisque là, mais bon. Mais là, je ne peux pas répondre à votre question. OK. Dans l'annexe au premier contrat qui était signé en 2020 entre la Commission européenne et Pfizer, il y a une pièce jointe. C'est voilà, une pièce jointe qui en fait mentionne tous les caractéristiques spécifiques techniques du vaccin et Pfizer s'engage en fait à respecter pour que les livraisons des doses soient valides. Je ne sais pas s'il y a un document joint pareil attaché au troisième contrat, mais en tout cas, cette pièce jointe en fait ne mentionne pas, par exemple, les taux d'efficacité du vaccin et ni les effets adverses. Donc, je me demandais si, au cas où l'EMA avait indiqué un niveau d'efficacité différent, plus bas par rapport à celui qui était indiqué dans la première autorisation, si les contrats pourraient voilà, être revus bien perdre ses effets. Mais je vais dire, parce que les vaccins, ce n'est pas des pommes, ce n'est pas des voitures, c'est des produits qui servent à protéger la santé publique. Donc, je me demande si un contrat pour un produit peut être complètement délié de la dimension scientifique du vaccin. Donc, on sait bien qu'en 2020, l'efficacité du vaccin, qui est encore mentionnée dans l'autorisation remise sur le marché des DMA, l'efficacité du vaccin, il est encore 95% après 14 jours. On sait bien qu'au bout des 4 mois, il va en dessous des 50%. L'EMA n'a jamais mentionné ces données. Et je me demande si ces données scientifiques, ils pourraient être des éventuels éléments sur la base desquels les contrats pourraient être revus, ou bien sur la base desquels la Commission européenne pourrait dire à Pfizer, les contrats avaient sa validité dans un cas de figure où les vaccins avaient un taux d'efficacité voilà, de 95% sur une période on sait bien que l'efficacité est en dessous de 50% au bout des 4 mois. Il y a des raisons pour croire voilà, que les contrats ne peuvent plus être valides. Est-ce que c'est un raisonnement qui est juridiquement possible ou bien c'est du fantastique? Ouais. Bon, moi j'avais plusieurs choses à poser à votre question qui est tout à fait légitime. D'abord, tout à l'heure on parlait de transparence. Je peux vous dire qu'il y a plein de choses que Pfizer n'a pas données et que l'EMA serait en droit de les obliger à donner. Je vais vous prendre un exemple. Quand on a fait une dérogation sur ce vaccin génétiquement modifié, vous savez qu'on a voté au Parlement comme quoi il fallait aller vite
et qu'on dérogeait en fait à la directive sur les OGM. Il y avait quand même une condition, c'est qu'il fallait que Pfizer fasse des études, ainsi que d'autres qui utilisaient les OGM sur ces vaccins, qu'il fallait qu'ils fassent une étude environnementale et une étude sur la toxicité. On a demandé à l'EMA de nous fournir cette étude, on ne les a toujours pas. Après, quand vous dites, quels sont les nouveaux chiffres de l'efficacité? Ça aussi, c'est vraiment une question, parce qu'au début, qui a donné l'efficacité? C'est le laboratoire Pfizer, quand il parlait de 95%. Après, on a vu qu'il y en a certains qui parlaient de 60%. Puis après, on a vu que l'immunité durait 3 mois, puisqu'il fallait après faire les rappels. Donc, à ma connaissance, mais j'ai peut-être loupé des études, mais je n'ai pas vu des études fournies par, je dirais, des universitaires indépendants, parce que j'aimerais bien que ce ne soit pas le laboratoire Pfizer qui donne les chiffres, mais que ce soit vraiment des scientifiques indépendants qui reformulent l'efficacité. Et sur les effets secondaires, je peux vous dire qu'à la commission Covid, on avait demandé un hearing sur les effets secondaires qu'on n'a pas eu. Il y a plein de groupes politiques qui ne voulaient pas qu'on en parle. Et là-dessus aussi, ça serait bien de faire un état des lieux quand même des effets secondaires. Alors, on a eu droit au Covid long, où un des responsables français, d'ailleurs, Mme Salmon, disait que les symptômes du Covid long, eh bien, il y a pas mal de symptômes équivalents au niveau des effets secondaires du vaccin, mais il n'y a pas eu vraiment, moi j'aurais aimé, vous voyez, faire intervenir différents scientifiques du monde entier pour qu'on nous parle des effets secondaires. Mais là, c'est vraiment tabou, quoi. C'est comme s'il n'y avait pas d'effets secondaires sur les vaccins. Et pourtant, il y en a eu, puisque Moderna, on avait réduit, vous savez, on ne vaccinait pas pour les jeunes de moins de 30 ans. On vaccinait après. Et on a sur AstraZeneca, il y avait les thromboses. Sur Moderna, il y avait les problèmes de péricardite. Et les effets secondaires aussi au niveau des femmes. Alors, à un moment, ça a été accepté. Et puis maintenant, il y a plein de scientifiques qui disent « Ah, mais non, ça n'existe plus ». Donc, il y a un truc qui n'est vraiment pas clair. Et d'un point de vue juridique, vraiment, là, il faudrait demander à un juriste de savoir si la remise en cause de ce qui avait été indiqué par les labos et maintenant, avec les nouveaux résultats, est-ce que ça peut remettre en cause les contrats? Je crois que sur les contrats, si on avait l'ensemble des contrats, parce qu'on a eu des fuites, mais on n'a jamais eu l'ensemble des contrats, je pense qu'il n'y avait pas de clause, mais c'est une supposition, puisqu'il faudrait que je le lise, où on garantissait une efficacité et et qu'il y ait très peu d'effets secondaires au niveau des vaccins. Vous voyez, on leur a donné un blanc-seing, en fait. Et c'est pour ça que dans cette histoire, ce n'est pas une histoire de pro ou d'anti-vax, c'est une histoire où on a inoculé un produit dont on n'avait pas tous les éléments. Et que je trouve que c'est vraiment maintenant qu'il faut avoir des éléments tangibles avec des scientifiques indépendants et non pas en lien avec les laboratoires pharmaceutiques pour savoir exactement l'efficacité de ce produit. Parce que si demain il y a une nouvelle pandémie, on va se retrouver dans les mêmes. Vous voyez, on n'est pas sensible aux obstacles qu'on a eus et au fait que moi, qui suis pro-européenne, qui défend vraiment l'Europe parce que c'est quand même un rempart très important, que ce soit sur le climat, que ce soit sur les substances toxiques, tout ça, ce n'est pas la dimension d'un État. Vous voyez qu'on peut répondre à ça. Donc, c'est vraiment une vision européenne, mais il faut que les institutions jouent le jeu. Moi, je n'ai pas envie que les institutions prennent le pouvoir. Vous voyez, même sur les députés européens et encore moins sur les citoyens européens. Et là, on a une crise. Une crise qui est où notre dernier rempart maintenant, c'est la justice. Et vous voyez que même sur la justice, on se renvoie la balle d'un État comme la Belgique à l'Europe en disant qui a les compétences pour. Mais c'est grave ça, parce que quand on parle de démocratie, ça veut dire qu'il faut que chacun soit le rempart dans la défense, vous voyez, de la démocratie à tous les niveaux et dans la défense d'une justice indépendante. Et cette histoire de procureur européen, alors c'est un appel que je lui lance, mais il faut qu'elle soit exemplaire là. Et il faut qu'elle aille vite.
Parce qu'il ne faut pas attendre la fin de la législature, qui est quand même en juin 2024, pour avoir le résultat, vous voyez, de toutes les attaques en justice. Si on nous dit, tout a bien marché, circulé, il n'y a rien à voir, alors à nous à changer les textes quand même. Mais si on n'a pas de réponse jusqu'à 2024, eh bien, il y aura une suspicion, vous voyez, sur nos institutions. Et ça, je trouve ça dramatique. Vous voyez, la crédibilité, la démocratie, ça ne s'instaure pas, ça se construit. Et en ce moment, il y a une faille dans le système. Parce que nos institutions n'ont pas joué le jeu. Mais justement, est-ce que ça ne met pas en lumière cette histoire de Pfizer aussi, le fait que l'Europe est complètement, on va dire, non mais face de puissance de l'argent, tout simplement, les conflits d'intérêts dans tous les coins, avec des allers-retours, enfin quand on voit… les revolving doors, donc les portes tournantes. Les portes tournantes, voilà, quand on voit que le responsable, c'est le responsable… qui était un ancien de l'FBA, là, qui était chargé, qui était un ancien de la négociation des contrats. De la négociation des contrats, qu'il était l'ancien président de l'FBA. Enfin, ça devrait même pas. Enfin, c'est évident qu'on arrive à des situations comme ça là. Et quant à l'efficacité des vaccins, rappelez-vous, en 2020. Le débat a été complètement confisqué. Il fallait être pour, on était contre. Et si on émettait le moindre doute, la moindre en disant mais est-ce que peut-être on était pire que tout, égoïste, on ne voulait pas se vacciner pour les autres, etc. Et là-dessus, moi, et de toute façon, ce sont toujours les labos qui fournissent les études qui vont avec leurs médicaments. Donc, mais en tout cas, sur les conflits d'intérêts et sur le fait que c'est Pfizer qui dirige les politiques publiques de santé publique en Europe, là, très clairement. C'est la question de l'importance des lobbies, en fait. Donc, c'est de dire, est-ce que l'évolution des méthodes de lobbying aujourd'hui sont toujours compatibles avec la démocratie? C'est une vraie question quand on voit le travail de l'FPA ou de l'entrisme, des cercles de compromission. Il n'y a pas que le cas du négociateur des contrats, il y a aussi le cas de la directrice de l'Agence européenne du médicament. Et donc, on se demande quand même, parce que même comme député, on se retrouve, c'est une chose intéressante, c'est-à-dire qu'on demande aux députés d'être transparents avec les lobbyistes éventuellement, ou le travail des lobbyistes, mais au sein de l'administration, il y a des fonctionnaires qui n'ont pas beaucoup d'obligations, à qui on promet un emploi futur. Donc, c'est pas techniquement de la corruption, mais c'est quand même, ça s'en rapproche. Des gens qui font des allées et venues entre le lobby pharmaceutique et l'administration qui est en charge de contrôler l'industrie. Et ça, réellement, ça pose problème. On ne peut pas m'expliquer aujourd'hui que tous les scientifiques sur Terre travaillent ou sont tous en conflit d'intérêts. Alors pourquoi on prend ceux qui sont en conflit d'intérêts? C'est tout ça rejoint un peu le travail de Christophe sur la transparence des mandats. En fait, ce qu'il fait, c'est montrer, en publiant tous les mandats publics et privés de politiciens, les éventuels conflits d'intérêts. Et je dirais que vous voyez que ça dépasse le cadre des vaccins. Ça touche le Parlement, ça touche la Commission, ça touche toutes les institutions européennes. Et on s'attendait à ce que la Commission nous fasse une proposition sur un organisme indépendant d'éthique. Eh bien, les premières propositions sont hyper décevantes parce qu'ils mettent encore des députés, des gens, des hauts fonctionnaires, etc., alors que nous, on voulait des experts qui n'ont rien à voir avec ça, qui ont un pouvoir d'investigation et un pouvoir de sanction. Vous voyez que ça, c'est l'ensemble du système. On parlait des institutions, mais il faut que les institutions, elles soient irréprochables et qu'il y ait une possibilité d'investiguer s'il y a des conflits d'intérêts, s'il y a des fonctionnaires qui vont après travailler dans le privé ou qui viennent du privé pour travailler dans l'institution. Voilà, c'est un ensemble de choses. Mais on doit terminer. Donc, merci d'avoir posé ces questions, merci d'être là. Et vous voyez que notre sujet dépasse le cadre de la pandémie, mais qu'on doit se servir de ça pour renforcer à la fois nos institutions, pour renforcer le contrôle et puis pour renforcer aussi les sanctions, parce que s'il n'y a pas de sanctions, si c'est toujours, vous voyez le concept name and shame, ça ne suffit pas. Et là, on voit bien qu'on est à une phase où on a besoin d'organismes indépendants, il faut que les gens rendent des comptes,
Vous voyez, on demande aux gens de rendre des comptes s'ils ne payent pas leurs impôts. Hein, eh ben, il faut qu'ils rendent des comptes sur leur conflit d'intérêts, puisque ça a été fortement attaqué dans le cadre de la santé. Mais il y a les agences aussi. Hein. On voit bien que les agences donnent des recommandations, mais si c'est fait par des gens qui ont travaillé dans l'industrie ou dans les lobbies. Vous avez essayé de prendre une mesure quand même. Hein, donc, faut rappeler votre commission Covid. Donc, vous en étiez également signataire de cette décision. Vous avez pris cette décision d'interdire l'accès au Parlement européen aux lobbyistes de Pfizer, ce qui n'a pas été suivi par le Parlement européen. Donc, il y a une confusion entre la commission Covid et le Parlement européen. Donc, voilà, pour être bien clair, ce sont des députés comme Michel Rivasi qui ont demandé l'interdiction. Ils étaient unanimes dans leur commission. C'est le Parlement qui n'a pas suivi. Donc, ça montre quand même que il y a un problème du contrôle du lobbying. D'abord, la déclaration, je rappelle, n'est pas obligatoire. Donc voilà, on est invité à se déclarer. Voilà, moi c'est mon cas, je suis déclaré. Mais en réalité, on n'est pas comme aux États-Unis, avec une législation qui dit si vous ne déclarez pas les intérêts pour lesquels, les intérêts que vous représentez, ou si vous ne déclarez pas vos rendez-vous, vous êtes même en pénétrant sur le territoire, sans vous déclarer au département de la justice, vous commettez une infraction pénale. Donc, ils ont réellement une législation forte qui s'appelle la FARA, qui attaque les propagandistes et les agents de renseignement étrangers. Chez nous, on a des institutions européennes et aucune sanction éventuelle pour les gens qui sont non déclarés, pas transparents sur leurs intérêts. Et donc, comment est-ce qu'un député, dans ces conditions-là, peut faire son travail en toute tranquillité et sans influence malsaine de l'extérieur? En fait, on vous met dans des conditions où l'exercice de votre fonction est très compliqué. Et on ne prend pas les mesures en sanctionnant ces pratiques. Mais par contre, les lobbies prennent des mesures contre nous. Oui. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et puis, si j'ai un espoir, c'est que ça sert de leçon, qu'on renforce nos institutions, qu'on renforce notre législation et que dans le domaine de la santé, ce soit vraiment des scientifiques indépendants qui fassent des études. Vous voyez, moi, j'étais pour que la troisième phase qui est déterminante, eh ben, ça soit des scientifiques indépendants et pas que les labos. Merci en tout cas. La troisième phase, elle a été faite en grandeur nature. Un essai grandeur réelle. Merci. Voilà. Et